Alors, en ce moment, il y a une vraie escalade militaire entre l'État israélien, iranien et le Hezbollah libanais. Pour te dire, t'as même des lives tous les jours où tu as des journalistes qui attendent patiemment que les bombes tombent en Israël pour pouvoir les commenter en direct. Encore une fois, la propagande préfère nous montrer des images qui explosent plutôt que de nous expliquer avec des analyses ce qui permettrait de comprendre leurs mensonges et leurs guerres. Dans la dernière vidéo, on a fait une revue de presse de cette escalade et aujourd'hui, dans ce vite fait du jour, on va s'intéresser aux dynamiques au Moyen-Orient qui a mené à cette situation. Ok, l'acteur central, évidemment, c'est l'État israélien. Avec leur armée, industrie, alliés et propagande, ils ont mené les massacres contre la population palestinienne. Maintenant, leur machine de guerre, ils la tournent petit à petit vers le Hezbollah libanais à la frontière nord. Ils multiplient les déclarations belliqueuses et les bombardements à la frontière, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Et quand on regarde bien les choses, l'État israélien semble préparer la guerre en assassinant des centaines de hauts cadres militaires et politiques iraniens, du Hezbollah libanais et du Hamas. Ces organisations vont donc devoir remplacer ces cadres, souvent expérimentés, et le faire très rapidement. Et ça alors que chacun d'entre eux avait des militaires et des fonctionnaires à leurs ordres, donc pas sûr qu'ils trouvent le personnel qualifié pour les remplacer, ni que ce personnel ait suffisamment d'influence pour diriger, ni que ça crée pas un bordel et des oppositions en interne. Bref, l'armée israélienne affaiblit ces organisations en les déstructurant via des assassinats. Mais pourquoi les dirigeants israéliens veulent-ils à ce point pousser à la guerre contre le Hezbollah libanais? Déjà, il y a une raison économique. Raser et reconstruire des villes entières du Liban offrirait aux entreprises du bâtiment israéliennes l'occasion de juteux nouveaux marchés. Et pareil pour les entreprises d'armement israéliennes, états-uniennes et européennes qui vont profiter là aussi de juteux contrats avec l'État israélien. Il semble aussi que l'État israélien soit en ce moment dans des guerres de conquête pour gagner du territoire et continuer son développement économique et colonial en pleine expansion. Et en plus de ça, à la frontière maritime israélo-libanaise, tu as une immense poche de gaz. Les énergéticiens israéliens exploitent déjà leur partie, mais leurs infrastructures se font attaquer régulièrement par le Hezbollah libanais. La guerre au Liban permettrait donc à l'État israélien d'exploiter tranquillement et totalement cette immense réserve de gaz, ce qu'ils feront en coopération avec d'autres pétroliers, que ce soit des Émirats arabes unis ou même de la France. Et puis, il y a une raison politique à ce va-t-en-guerre israélien. Avant le 7 octobre, il y a eu un an de manifestations et d'occupations contre la réforme de la justice de Netanyahou qui voulait s'arroger les quasi-pleins pouvoirs. Et depuis le 7 octobre, les manifestations ont repris contre Netanyahou, contre son refus de négociation qui mène à la mort des otages et contre sa fuite en avant guerrière. Et même ces derniers jours, il y a eu des manifestations massives en Israël. La raison politique de cette guerre, c'est que cette guerre permet de réduire l'opposition au gouvernement Netanyahou, avec des lois exceptionnelles, la répression et surtout une immense propagande nationaliste qui vient légitimer évidemment le renforcement d'un État fort et autoritaire. Tu sais, tu connais la chanson, c'est critiquer Netanyahou, c'est soutenir le Hamas. Donc, on ne critique pas Netanyahou et on le laisse diriger, même s'il fait de la merde. Ça marche en France, mais ça marche aussi en Israël. Autre point à prendre en compte, ces gens-là sont tarés. Je parle des dirigeants israéliens. Leur discours, leur propagande, leur action, leurs crimes de guerre à répétition montrent bien que ces types-là sont tarés. Alors évidemment, au fond, il y a bien sûr des raisons économiques et politiques qui expliquent ce va-t-en-guerre, mais il y a aussi cette culture suprémaciste d'un pouvoir qui peut faciliter une entrée en guerre. L'autre point important, ça va être l'armée israélienne. Tu as beaucoup d'articles qui parlent de la fatigue des soldats et des réservistes après quasi un an de guerre intensive. Et cette fatigue, elle est prise en compte par l'État israélien. S'ils veulent mener une guerre au sud Liban ou même attaquer plus tard l'Iran, il va falloir qu'ils le fassent avec la coopération de d'autres États, d'accord? Et est-ce que ces autres États sont prêts à accepter une telle coalition guerrière? Au vu des récentes déclarations, notamment de l'État égyptien, c'est pas gagné. Enfin, la mobilisation intense des réservistes et l'économie de guerre israélienne délaissent une autre partie de l'économie israélienne. Cette partie qui a besoin de main-d'œuvre, celle qui a besoin des subventions d'État qui sont délaissées pour le militaire, ou encore ceux qui sont dans l'industrie du tourisme. Il y a aussi le numérique qui rentre pas mal là-dedans, même si c'est un peu plus confus parce que tu as une partie du numérique qui sert à la guerre. À l'intérieur de la bourgeoisie israélienne, nombreux sont donc ceux qui critiquent Netanyahou, et ça dure depuis au moins la réforme de justice de l'année dernière. Il peut donc y avoir entre les manifestations, la fatigue et une partie de la bourgeoisie israélienne des mouvements forts qui pourraient pousser Netanyahou à la démission pour avoir un autre gouvernement qui aurait moins intérêt à la guerre, ce qui pourrait ralentir voire empêcher la déclaration de cette guerre-là.
Quant à l'État iranien, eux, ils ont pas d'intérêt à la guerre, bien au contraire. L'État iranien a longtemps été étouffé par les sanctions états-uniennes. Mais depuis plusieurs années, via leur coopération avec l'économie chinoise et russe, ils parviennent à sortir la tête de l'eau. Avec en premier lieu les exportations de pétrole qui repartent en forte hausse vers la Chine, et le fait aussi qu'ils signent des accords commerciaux avec l'Arabie Saoudite sous l'égide de l'État chinois. Ce qui va permettre de renforcer leur influence dans la région du Proche et du Moyen-Orient, alors que déjà de base ils étaient influents, tu sais, avec ce qu'ils ont au Sud-Liban, au Yémen, en Palestine ou en Syrie. Ce développement économique qui démarre pour l'État iranien pourrait permettre de re-signer de nouveaux accords avec de nouveaux pays de la région et donc définitivement sortir de la cage économique états-unienne. Côté militaire, l'État iranien avance sur la fabrication de bombes nucléaires, ce qui rajouterait une arme de dissuasion à leur arsenal pour s'imposer dans la région. Enfin ça, c'est s'ils arrivent à la construire avant que l'État israélien intervienne. Et oui, parce que pour nous, en tout cas, l'expansion de l'impérialisme iranien est l'une des principales raisons qui expliquent pourquoi l'État israélien est si agressif et si va-t-en-guerre. Il sait qu'il est dans une épreuve contre la montre et qu'il doit avancer ses pions maintenant pour frapper l'économie et l'arsenal iranien avant que ce soit trop tard. Et il sait que l'État iranien, lui, il est coincé aussi dans pas mal de contradictions. Parce que oui, la base de la propagande de l'État iranien envers sa population, c'est la lutte contre l'État israélien. Pourtant, depuis le début du 7 octobre, l'État iranien freine l'escalade militaire, il se contente de déclarations et de frappes symboliques. Mais pourquoi ? En réalité, s'ils poussent ces attaques jusqu'à provoquer une guerre face à l'État israélien, ils se retrouveront face à la super puissante et super équipée armée israélienne, soutenue par la super puissante, super équipée armée états-unienne. Avec toutes les industries états-uniennes et européennes qui exportent à fond, ça fait quand même pas mal de monde, hein. En face, l'armée iranienne, même si tu rajoutes le Hezbollah, le Yémen et tout ça, en réalité ils sont pas de taille. Il y a des hommes, oui, mais le matériel est vieillissant, l'industrie largement insuffisante, sans parler des cadres assassinés par centaines, et ça, même dans des lieux censés être sécurisés pour eux. Ils peuvent mener des opérations symboliques contre le dôme de fer israélien et servir de ça pour leur propagande et faire de belles images, mais en réalité, ils ne peuvent pas tenir une guerre ouverte. Déclencher la guerre serait pour eux un grand risque de défaite rapide et de déstructuration de l'État iranien, comme ça a été fait en Irak avec Saddam quand les USA ont déclaré la guerre. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'en Iran, tu as aussi des mouvements de contestation populaire contre les dirigeants de l'État iranien. Il faut se rappeler par exemple les manifestations massives contre l'inflation et la répression. Un problème d'inflation qui est d'ailleurs couplé à un problème de manque d'eau qui appauvrit considérablement la population, victime aussi d'un chômage de masse dans les grandes villes et en particulier chez les jeunes. Une instabilité qui pousse l'État iranien à maintenir le développement économique malgré les menaces de l'État israélien, tout en évitant une guerre qui les déstabiliserait, voire les condamnerait. Donc ils peuvent pas vraiment aller à la guerre, mais en même temps ils peuvent pas jouer l'apaisement non plus, l'État iranien. Je veux dire, s'ils laissent faire, en fait ils laisseraient l'État israélien assassiner chacun de leurs cadres et miner leur développement économique. Ils bombarderaient les bases iraniennes un peu partout au Moyen-Orient, ce qui réduirait leur influence, et les pousserait donc à aller dans une économie de guerre en Iran, tu vois, pour fabriquer des armes et des obus pour ne serait-ce que pas se défendre, mais au moins faire un peu de dissuasion, tu vois, ce qui ralentirait énormément leur développement à l'étranger. L'État israélien sait donc qu'avec une stratégie agressive face à l'État iranien, il est gagnant quoi qu'il arrive, que l'État iranien choisisse la guerre ou l'apaisement. D'où le fait que l'État iranien cherche une solution un peu entre les deux, tu vois, entre la guerre totale et l'inaction, en espérant que l'État israélien n'aille pas jusqu'à la guerre totale. Et avant de passer aux USA, on va faire quand même un petit tour au Liban pour bien comprendre ce qui se passe là-bas. Il faut savoir déjà que l'État libanais est en grande difficulté. La crise économique dure depuis 2019 et 80% de la population est sous le seuil de pauvreté. Une population qui conteste de plus en plus un État affaibli et instable. Et en plus de l'État libanais, sur le même territoire, tu as une autre organisation, c'est le Hezbollah. C'est une organisation politique, sociale, militaire et un petit peu moins religieuse que ce qu'on peut croire à première vue. Le Hezbollah a son propre fonctionnement, son propre financement, ses propres élections, et il prospère dans le sud et dans l'est du Liban, avec quelques quartiers de Beyrouth, la capitale du pays. Mais ils ne sont pas partout sur le territoire libanais, très important ça. Et depuis plusieurs années déjà, le Hezbollah participe même aux élections de l'État libanais, où il est maintenant suffisamment influent pour participer au blocage des institutions, qui le place évidemment comme la première organisation de résistance, à la fois politique et militaire, face aux Israéliens. Sans que le Hezbollah a une armée qui est mieux organisée, plus nombreuse et mieux armée
que l'État libanais, c'est quand même important ça. Le Hezbollah a le soutien de l'État iranien, ils ont de nombreux soldats dans leur armée, mais aussi de nombreux points de fragilité. Ils ne sont pas organisés en État sur tout le territoire libanais, ils souffrent d'une grave crise économique, ils ont un équipement dépassé et ne peuvent donc pas résister eux non plus à des assauts de l'armée israélienne. Et donc dans leur politique, ils tentent d'éviter la guerre tout en évitant de montrer des signes de faiblesse à leurs partisans mais aussi à l'État israélien. Ok, ça c'était le Liban, le Hezbollah, on va aller aux États-Unis avec un article de The Intercept, le média d'investigation états-unien, qui a révélé des documents secrets qui montrent que l'administration états-unienne soutient largement en secret non pas le Hezbollah, mais l'État libanais. Ils ont formé des milliers de cadres de l'État libanais dans leur armée, ils ont aussi envoyé sur place des militaires pour lutter contre le Hezbollah. La présence de bases secrètes états-uniennes au Liban pourrait donc entraîner une énorme escalade militaire, puisque si ces bases sont touchées, l'administration états-unienne sera poussée à réagir et probablement attaquer l'Iran. Mais l'aide états-unienne, elle n'est pas que militaire. Rappelle-toi, tu as 80% de la population libanaise qui vit sous le seuil de pauvreté, et depuis 2006, l'administration états-unienne a versé 3 milliards d'aides à la population. L'objectif est de stabiliser la situation sociale du pays, de créer des situations de codépendance et de construire un pied-à-terre capitaliste et financier au Moyen-Orient pour l'impérialisme états-unien. Ce qui fait qu'une guerre pourrait nuire à court terme aux investissements états-uniens au Liban, mais en même temps, le pays aujourd'hui, il est tellement corrompu que tu as beaucoup d'investissements qui disparaissent, qui empêchent le développement capitaliste de la région. Ce qui fait que certains voient la guerre comme un moyen de mettre en ordre cet État libanais, de dégager le Hezbollah et de régler ce problème de corruption pour permettre ce fameux développement économique. Et il y a une question qui est un peu bizarre, enfin que la réponse n'est pas très satisfaisante. La question c'est comment réagit l'administration états-unienne face aux menaces de l'État israélien. Ils affirment déjà qu'il faut se calmer. Voilà, l'escalade c'est pas bien, machin, il faut se calmer. Mais en même temps, dans la même phrase, ils vont dire qu'ils soutiennent totalement les dirigeants israéliens, même en cas de guerre totale face au Hezbollah. Et d'ailleurs, ils ont ramené encore plus de leurs bateaux et de leurs avions, de leur escouade et tout ça, tout autour voilà, de la zone Liban, Iran, machin, pour être prêt à lancer une opération militaire et à soutenir l'opération israélienne. Il faut dire que tu as aussi une grande partie de la bourgeoisie états-unienne qui sont favorables à cette guerre. Bah oui, c'est la récession aux États-Unis, donc il faut exporter, plus on exporte, mieux c'est. Donc tu as les vendeurs d'armes et tu as aussi les investisseurs qui sont associés à l'économie israélienne, qui pensent que le développement de leurs capitaux en Israël doit passer par une conquête territoriale et le démantèlement des organisations militaires anti-israéliennes qui s'attaquent à leurs infrastructures comme le Hezbollah. Et rappelle-toi, il y a 2 semaines, t'as Netanyahou qui a été applaudi comme une rock star au Congrès états-unien. Ce qui était un peu rigolo la scène parce que t'as des démocrates qui avaient refusé de venir applaudir Netanyahou, donc ils ont été remplacés par des figurants, comme au cinéma, pour donner l'impression que tout le monde aux États-Unis soutiennent et applaudissent Netanyahou, quoi. Alors c'est du cinéma, mais ça montre quand même le soutien incroyable de l'administration états-unienne face à ce criminel de guerre et face à la stratégie de l'État israélien. Il semblerait donc, en conclusion, qu'on soit face à une course contre la montre qui explique l'accélération récente des événements. On a un gouvernement contesté et suprémaciste israélien qui pousse à la guerre contre le Hezbollah au sud Liban pour potentiellement de nouvelles conquêtes territoriales comme ça s'est fait en Palestine. L'État israélien et états-unien veulent empêcher la formation d'une nouvelle alliance économique concurrente avec les membres des BRICS et de l'Iran. Jusque-là, l'économie iranienne était contrôlée par les sanctions économiques, et vu que c'est plus trop le cas avec l'intervention de la Chine, ils veulent maintenant rajouter à ça la pression militaire, en forçant l'État iranien à rentrer en économie de guerre pour réduire leur diversification dans l'économie et leur investissement. Sachant que si l'État israélien doit attaquer, c'est avant que les premières bombes nucléaires iraniennes soient terminées, avant que la situation politique au Liban ne se résolve et avant qu'une nouvelle séquence de contestation politique en Israël explose et devienne potentiellement incontrôlable pour le gouvernement israélien. L'État iranien, lui, n'est pas capable de tenir une guerre totale contre l'armée israélienne et états-unienne, tout comme le Hezbollah. Mais en même temps, ils ne peuvent pas laisser l'État israélien assassiner leurs cadres, bombarder leur position et fragiliser leur économie déjà fragile. Il semble donc qu'il n'y ait pas vraiment de bonne solution ni pour l'État iranien ni pour le Hezbollah. L'impérialisme états-unien, lui, il est en pleine contradiction. À la base, il voulait constituer une alliance anti-Iran dans la région, mais le jeu de guerre israélien et l'instabilité qui va avec ne leur permet plus d'avoir le soutien d'États importants comme l'État égyptien. Et la contradiction, c'est que l'État israélien semble trop bourrin par rapport aux objectifs géopolitiques des États-Unis, mais en même temps, en faisant ça, le bourrinage, ils arrivent à satisfaire énormément des intérêts de la bourgeoisie états-unienne. Ils permettent l'augmentation des exportations d'armes, donc l'augmentation des investissements aux États-Unis, le développement de l'industrie,
et toute l'économie qui est liée à Israël. L'État israélien est trop bourrin, mais en même temps aussi, il s'attaque directement aux concurrents iraniens et par ricochet aussi aux concurrents chinois, qui est le principal adversaire économique, politique et militaire des États-Unis. Le développement industriel d'un côté, l'affaiblissement de la concurrence de l'autre, c'est deux effets qui sont quand même très la bienvenue dans une économie états-unienne au bord de la récession. D'où le fait que à la fois ils disent c'est pas très bien géopolitiquement parlant de faire ça, mais en même temps on va pas tout faire pour l'en empêcher. Donc dans ces conditions, la guerre elle est possible au Liban et peut-être ailleurs. Mais dans quelle forme ? Il est possible qu'au Liban ce soit sur une forme de conquête territoriale de la part de l'armée israélienne, en tout cas pour le sud Liban, et ça risque par exemple d'être beaucoup plus compliqué du côté iranien où les bombardements et une fatigue économique seront sans doute plus efficaces. La situation change d'un pays à un autre et ce sera pas forcément Gaza partout, mais ce sera quand même la guerre. Reste à voir comment est-ce que les populations vont réagir. Évidemment, d'abord en Israël où se joue le gros de l'avenir de la région, mais aussi ailleurs en Europe et aux États-Unis, puisque le gros de la puissance israélienne réside dans ses alliances avec les États et les entreprises occidentales. C'est là-dessus qu'on termine ce vite fait qui était un peu long, c'est presque on fait le point, on voit très peu la différence entre ces formats quand même. Tout ça a été fait grâce aux recherches de Peul et de Déby et avec un montage de Kouro, donc j'espère que ces analyses vous plaisent et si vous aimez notre travail, sachez qu'il est totalement indépendant et ça grâce à vos dons. Donc vous retrouverez en description un lien vers le Tipeee si vous voulez nous faire un don régulier. C'est grâce à ça qu'on peut être aussi nombreux au Canard Réfractaire et vous proposer autant de contenu vidéo gratuitement accessible. Donc c'est une façon de nous permettre de continuer les analyses, que vous ayez accès à de nouvelles formes de vidéos et aussi faire en sorte que des milliers d'autres personnes puissent voir ce contenu. Et la prochaine vidéo concernant le Liban, ce sera sur le Hezbollah qui arrivera la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, des bisous et à la prochaine.